Bienvenue à tous les curieux. Faites un sondage autour de vous. Tout le monde ou presque a vu un ou plusieurs de ces films. Ce que nous voyons ressemble à un rêve. C'est votre jour de chance. La majorité les aime, mais très peu connaissent son nom. Guy Hamilton de Jakarta. C'est ainsi que l'on pourrait résumer la perception par le grand public du génial réalisateur de The Truman Show et du Cercle des poètes disparus. John Book. Il est donc important de corriger cette injustice en insistant sur le nom de l'homme qui a réalisé plusieurs chefs-d'œuvre du cinéma, Monsieur John Keating. dans un temps pas si lointain, mais demeure incompréhensiblement dans l'ombre, Max Klein, mais qu'est-ce que tu fais là? voire l'obscurité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir Peter Weir, première partie. Peter Lindsay Weir est un réalisateur, scénariste et producteur australien né le 21 août 1944 à Sydney, dans le quartier de Vaucluse. Après des petits boulots en Europe, il commence à travailler pour la télévision Mais ta pauvre mère se faisait du mauvais sang. avant de recevoir ce qui sera le premier d'une longue série de prix qui vont jalonner sa carrière pour son moyen métrage Holmesdale. Il se lance ensuite dans la réalisation de documentaires C'est une excellente idée. et cette approche réaliste marquera indéniablement son style dans tous ses futurs films. Stumpig? C'est quoi Stumpig? Dans une ferme, quand un porc vient au monde plus petit que les autres, il est Stumpig, Nabo. Son premier long métrage de fiction s'intitule Les voitures qui ont mangé Paris et il sort en 1974. On m'a remis une invitation pour le bal des pionniers de Paris. Les habitants d'un village isolé d'Australie provoquent des accidents de voiture et en vivent, par voie de conséquence. La seule critique que je pourrais vous faire, en tant que nouveau ici, est sur la route. Elle est tellement défoncée qu'en aucun cas je ne la prendrai la nuit. C'est ce que va découvrir par hasard un citadin qui passait par là. Je peux conduire? Mais des voyous ultra violents au volant de voitures à l'apparence agressive qui préfigure celle de La course à la mort de l'an 2000 décident un beau jour, ou plutôt un beau soir, de les punir. Une soirée qui devrait être très réussie. On comprend mieux le titre du film ainsi, car les voitures des assaillants possèdent de grandes bouches peintes sur la calandre, ce qui donne une impression de voracité à leurs attaques sanglantes. Je suis très heureux de savoir qu'ils ont organisé un gymkhana le dimanche, après le bal. On y retrouve l'acteur Bruce Spence, qui incarnera notamment le pilote de l'autogire dans Mad Max 2 de George Miller. C'est sans doute le seul acteur connu en Europe à figurer dans ce film. Cela donnera à nos jeunes l'occasion de se défouler un peu. Mais c'est surtout le film de Peter Weir, Picnic à Hanging Rock, sorti en 1975, qui va lui offrir une certaine notoriété dans son pays. Le voilà, mesdemoiselles. Hanging Rock. Pour ce film, le casting est quasi exclusivement féminin. D'ailleurs, la réalisatrice Sofia Coppola a confirmé s'être inspirée de ce dernier pour Virgin Suicide. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Madame Appelliard. En effet, le film est l'adaptation d'un livre de Joanne Lindsay, paru en 1967 et s'inspirant d'une histoire vraie remontant à l'an 1900. Le jour de la Saint-Valentin, plusieurs jeunes filles d'un pensionnat australien décident d'aller pique-niquer avec leur professeur au pied d'Hanging Rock. Je crois que le Seigneur ne pouvait nous offrir un soleil plus radieux pour ce pique-nique à Hanging Rock. Une falaise qui se trouve sur des terres aborigènes sacrées. Permettez-moi de vous rappeler que le rocher lui-même est extrêmement dangereux et que par conséquent il vous est formellement interdit de vous aventurer dans de vaines explorations, même sur ces premiers contreforts. Trois jeunes filles et leur professeur se sentent comme attirés par un creux dans la falaise et disparaissent sans laisser de traces. Que s'est-il passé? Bah, voilà, Madame Appleyard. Ce qui est horrible, justement, c'est que personne ne sait ce qui s'est passé. Une seule sera retrouvée, mais elle demeurera amnésique, ce qui laissera les autorités dans une grande perplexité. Qu'est-ce qui vous a tant effrayé là-haut, sur le rocher? Cherchez bien, mon enfant, cherchez bien. Avez-vous rencontré quelqu'un qui vous aurait parlé? La musique est véritablement omniprésente dans ce film et cela sera la seule et unique fois dans la carrière du réalisateur. D'ailleurs, ce n'est pas anodin. La mélodie lancinante et mystique renforce son côté onirique. Notamment grâce à la flûte de pan du virtuose George Zemfir et au piano tout en délicatesse de Bruce Smeaton. Le film est découpé en 4 parties et chacun des 2 instruments prend possession d'un moment pour mieux renforcer son impact et la différence des sentiments qui s'emparent des protagonistes dans ces différentes parties du récit. La flûte de pan pour la disparition des jeunes filles et la réapparition amnésique de l'une d'entre elles. Le piano pour les questionnements plus terre-à-terre des autres membres du pensionnat et le final.
le succès public en Australie et critique dans le monde entier commencera à donner une véritable visibilité au réalisateur. Un rêve dans un rêve. Pour son film suivant, La Dernière Vague, sorti en 1977, il change encore de genre et nous livre un polar contemporain qui traite des rapports complexes entre les aborigènes et les descendants d'Européens en Australie, un sujet qui lui tient manifestement à cœur. Je fais de mauvais rêves. Pour la première fois de sa carrière, un acteur renommé et américain est présent au générique en la personne de Richard Chamberlain. Il campe ici un avocat blanc chargé de défendre plusieurs aborigènes accusés du meurtre de l'un des leurs. Nous n'avons rien fait. Que s'est-il passé? Il est mort, c'est tout. Il plongera alors dans leur monde, un monde aussi secret que sacré, et découvrira des choses insoupçonnées et insoupçonnables. Tu faisais ces horribles rêves quand tu étais petit, des cauchemars. Tout cela durant l'une des plus grandes tempêtes de grêle qu'ait connue l'Australie. De là à penser que les deux sont liés. Quelle sorte de rêve? Des tempêtes, des sorcières, des fantômes. En 1981, œuvrant toujours pour son pays natal, Peter Weir monte encore d'un cran dans l'ampleur de sa mise en scène et de son sujet avec Gallipoli. Et vous aussi, soldat Wilson. Ce film raconte de manière spectaculaire mais aussi très humaine à travers le regard de deux jeunes sportifs australiens l'une des batailles les plus célèbres de la Première Guerre mondiale, la campagne des Dardanelles, aussi appelée bataille de Gallipoli. Eh bien maintenant que vous êtes là, on est sûr de perdre. Une bataille cruciale livrée par de jeunes gens loin de chez eux. Et d'où tu es? Je suis du Queensland. Opposant les forces françaises et britanniques à l'Empire ottoman. Cette nuit, 25 000 soldats britanniques doivent débarquer sur la plage de Souvilla. Les Ottomans remportent la victoire, faisant émerger de leur rang un certain Mustafa Kemal Atatürk qui deviendra l'un des leaders de l'indépendance turque. Nos attaques visent à attirer les Turcs sur nous pour que les Anglais puissent débarquer. Notons que ce film d'époque, composé par Brian May, pas le guitariste de Queen mais le compositeur australien de Mad Max 1 et 2, inclut aussi bien des morceaux classiques comme l'Adagio d'Albinoni que le morceau expérimental de Jean-Michel Jarre, Oxygène. Avec Mel Gibson en vedette, à l'époque tout juste auréolé du succès monumental de Mad Max. C'est à cause de quoi? Lui, il va vous expliquer. Ce film met définitivement Peter Weir dans le viseur d'Hollywood. Dès 1982, l'Australien se rapproche des États-Unis avec une coproduction américano-australienne, un casting international, notamment Sigourney Weaver et Linda Hunt, et une intrigue délocalisée en Indonésie. 25 juin 1965. Dossier H10. Hamilton. Né en 1936, sous le signe du Capricorne. Profession, journaliste pour Australian Broadcasting Service, ABS. Jakarta, premier poste de correspondant. L'année de tous les dangers raconte la peur et les difficultés de journalistes et autres occidentaux dans un pays insulaire d'Asie en proie à un coup d'État militaire. Ici, tu es un ennemi, Hamilton. Comme tous les Occidentaux. Le président Sukarno envoie foutre l'Occident, et aujourd'hui, c'est lui le porte-parole du tiers-monde. Le scénario est d'ailleurs inspiré d'une véritable tentative de putsch ayant eu lieu en 1965 à Jakarta, et le titre du film est directement tiré d'une citation du dictateur Suharto lui-même pour qualifier l'année 1965. Monsieur Hamilton, bienvenue en Indonésie. Tourné aux Philippines, il fera notamment parler de lui au Festival de Cannes pour sa véracité palpable. On se retrouve presque tous enfants quand on pénètre dans les taudis d'Asie. Certaines scènes sont particulièrement marquantes, comme celle de l'hôtel, et Linda Hunt recevra un Oscar du meilleur second rôle féminin pour sa performance d'actrice, alors qu'elle incarne un homme, Billy Kwan. Hier soir, je t'ai regardé et réarpenté l'enfance, avec ses extrêmes bien tranchés, le rire et la misère, la couleur locale et le sinistre, la ville de poupées et la cité de la peur. Dans ce film, lors de sa première rencontre avec Guy Hamilton, le reporter australien envoyé à Jakarta et incarné par Mel Gibson, Billy Kwan lui déclare « Laissez-moi être vos yeux ». Mais il le fait face caméra. Billy sera littéralement son regard sur l'Indonésie, puisqu'il deviendra aussi son caméraman attitré. Vous et moi, on fera une équipe exceptionnelle. Vous pour les mots, moi pour les images. C'est évidemment une mise en abîme de Peter Weir qui prévient les spectateurs, qui va leur faire découvrir un monde inconnu et insoupçonné à travers son regard. Si c'est flou ou si c'est mal cadré, je te fusille. Tout comme Chamberlain était littéralement notre regard sur les aborigènes. Pour la première fois, Peter Weir confie la partition à Maurice Jarre, père de Jean-Michel, qui s'inspire de sonorités asiatiques pour une meilleure immersion. Occupe-toi des mots, compris? Il deviendra son compositeur fétiche et composera 5 films pour Peter Weir. Succès critique et public dès sa sortie, l'année de tous les dangers initiera d'autres films sur le thème du journalisme en temps de guerre comme Under Fire de Roger Spottiswoode en 1984 et Salvador d'Oliver Stone en 1986. Today, chaos has descended on tiny El Salvador in Central America. Après le succès de ce film, Peter Weir poursuit définitivement sa carrière aux États-Unis et notamment à Hollywood avec un petit polar qui fera grand bruit en 1985, Witness.
Witness. Bachard, qui a découvert le corps? Là-bas, inspecteur. Ah, salut Pépé, c'est toi qui as trouvé le corps? Ah non, pas moi, fiston. J'ai juste prévenu, c'est le petit gosse. Quel gosse? Alors là, j'en sais rien, moi, un gamin. Habillé en noir, des pieds à la tête, là-bas, tiens. Comme dans son film précédent, on y voit un héros occidental découvrir une civilisation qui lui est inconnue. À ceci près qu'ici, tout se déroule aux États-Unis et que le peuple mystérieux auquel est confronté Harrison Ford, ce sont les Amish. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit garçon. C'est un Amish, enfin, je crois. Après Star Wars, Indiana Jones et Blade Runner, Ford se diversifie et nous propose une palette de jeux de plus en plus subtile. C'était une armoire à glace, comme moi? Armoire à glace. D'autant que c'est ici la première fois qu'il incarne un premier rôle dans un film contemporain. Dans Witness, il incarne un policier citadin se donnant pour mission de protéger l'unique témoin du meurtre d'un policier en civil dans les toilettes de la gare de Philadelphie. L'homme qui a été tué ce soir était un policier. Et c'est mon travail de découvrir ce qui s'est passé. Alors je voudrais que tu me dises tout ce que tu as vu quand tu étais au cabinet. Tu veux bien? Ce témoin crucial se révèle être un enfant amish de 8 ans, Samuel, dont la mère tout juste veuve, Rachel, est incarnée par Kelly McGillis, Charlie Blackwood dans Top Gun. Nous devons aller à Baltimore. Ma sœur attend notre visite et le train ne va pas tarder à arriver. Vous partirez par un autre train. Au commissariat, lorsque l'enfant reconnaît sur une photo un policier décoré comme l'un des assassins qu'il a vu, il devient évident pour le capitaine John Book que le petit garçon court un grand danger. C'est McPhee, Paul. En tout cas, il est dans le coup. Le petit Amish est formel. Il décide donc de le renvoyer dans sa communauté Amish. Ces derniers étant isolés car ils ne possèdent ni téléphone ni adresse, la piste sera d'autant plus difficile à suivre pour les tueurs. Si je comprends bien, d'après vous, il n'y aurait pas moyen de retrouver cette femme. Mais nous sommes au XXe siècle et nous appliquons la loi, c'est tout. C'est justement, monsieur. Les Amish, eux, ne sont pas de ce siècle. Ils ne vivent pas comme nous. Écoutez, si les Amish hébergent votre type, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais le policier meurtrier Danny Glover attend à la vie de son collègue. Blessé, Book trouve alors refuge dans cette communauté reculée. Vous devriez vous reposer. Je vais vous faire un peu de café. Il découvre ce monde, ses mœurs, ses coutumes, ces gens si proches de lui géographiquement, mais si loin socialement. John Book, pendant votre séjour chez nous, j'insiste pour que vous respectiez nos usages. Guidé par l'enfant, sa mère et les autres Amish, il s'habillera et se comportera comme eux, tout en restant ce qu'ils appellent un Anglais, c'est-à-dire une personne extérieure à leur mode de vie. Ah, mais surtout soyez prudents quand vous serez chez les Anglais. Cela est notamment visible lorsqu'Harrison Ford s'habille avec les vêtements du défunt mari de Rachel, mais que ceux-ci sont bien trop petits pour lui. Ils sont à votre mari? Oui, autant qu'ils servent à quelqu'un. Je dois vous dire que ce genre de manteau est sans boutons. Vous n'aimez pas les boutons? Les boutons sont hormotes. Orgueil, vanité, ce n'est pas modeste. Vous n'avez rien contre les fermetures éclairs? Une métaphore évidente de l'Australien Peter Weir découvrant les États-Unis, un pays dont il partage la langue et beaucoup d'autres choses, mais pas la même mentalité ni les mêmes préoccupations. Ce regard extérieur quelque peu indiscret se retrouve dans le gros plan sur l'œil de Samuel quand il assiste au meurtre depuis les toilettes. Cette comparaison métaphorique était déjà présente dans ses 3 premiers films, mais deviendra essentielle dans le cinéma de Peter Weir dès son arrivée à Hollywood. Witness est un nouveau triomphe pour l'Australien et fait l'ouverture du Festival de Cannes. 2 Oscars sur 8 nominations, meilleur scénario original et meilleur montage. Après avoir travaillé 2 fois avec Mel Gibson, il retrouve cette fois Harrison Ford en 1986 pour un nouveau projet, Mosquito Coast. Ce pays est une chiotte, un ramassis de charognards enragés, bandits milliardaires et de voyeurs moralistes. Et personne n'envisage de quitter le pays. Moi si, j'y pense tous les jours, parce que je suis le dernier homme. Dans ce film, River Phoenix incarne le fils aîné d'Harrison et la ressemblance est évidente. Mon père était inventeur. C'était un vrai génie de la mécanique qui avait déjà déposé des tas de brevets. D'ailleurs, lors de la préparation d'Indiana Jones et la dernière croisade, Ford conseillera à Steven Spielberg et George Lucas de l'embaucher, précisant que de tous les jeunes acteurs hollywoodiens, celui qui lui ressemble le plus à cet âge-là, c'est lui. Tu as choisi judicieusement. De manière difficilement compréhensible a posteriori, le film reçoit une majorité de critiques négatives et ne fonctionne pas au box-office. Allez, tout le monde est content. Ouvre les yeux, Charlie. En effet, c'est un film très abouti scénaristiquement, grâce au travail méticuleux de Paul Schrader, scénariste de Taxi Driver, et très beau formellement, grâce au décor naturel du Belize, qui personnifie ici la jungle du Honduras. Si on prenait ce petit bateau, on longerait la côte jusqu'à Mosquitia. Et on pourrait aussi marcher le long de la plage jusqu'à Panama. Et à la photographie de Paul Seal, un collaborateur récurrent de Peter Weir depuis Picnic à Hanking Rock. Ce qui fait son originalité première, c'est qu'Harrison Ford joue en quelque sorte le méchant du film. En tout cas, un personnage antipathique. J'en veux pas. Vous l'avez demandé, non? Qui sont vos employeurs, les Japonais? Si vous n'en voulez pas, vous le dites, c'est tout. C'est tout à fait ça. Je refuse les produits japonais. J'ai trop de mal à gagner mes dollars pour les voir se transformer en yens. Un misanthrope je sais tout désabusé qui basculera dans la folie et le terrorisme. Il y casse son image et cela pourrait sans doute expliquer le rejet du film à sa sortie. On nage dans la décadence. Et tout le monde s'en fout. Heureusement, ce petit bijou sera par la suite réévalué par le public et les critiques qui le considèrent aujourd'hui majoritairement comme un film culte. D'ailleurs,
Harrison Ford l'aime tout particulièrement, tout simplement parce qu'il lui a permis d'explorer de nouvelles palettes de son jeu. D'accord, en avant. Pose-moi ce truc-là. Prends tes affaires et salut. Mais ne reviens pas. Jamais, jamais. C'est la politique de la maison. Par ailleurs, Peter Weir voulait en faire son premier film américain, mais n'ayant pas réussi à rassembler le budget nécessaire au projet, il acceptera de faire Witness en attendant. Voilà, vous en savez un peu plus sur la première partie de carrière de Peter Weir. Au revoir et merci. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.